Chers collègues, le comité éditorial m'a donc demandé de vous parler aujourd'hui de transplantation fécale pour prévenir la résistance à l'immunothérapie du mélanome. Alors, je précise tout de suite, je n'ai aucun conflit d'intérêt sur cette thématique. Alors, c'est autour d'une publication récente qu'on m'a demandé de vous faire cette présentation, parue récemment en février dernier dans la revue Science. Alors, pourquoi s'intéresser au problème de la résistance à l'immunothérapie et pourquoi vouloir chercher à développer des méthodes pour prévenir cette résistance à l'immunothérapie dans le mélanome, en particulier métastatique? Je vous rappelle pour la simple et bonne raison que la majorité des patients, et malgré la remarquable efficacité de ces traitements, développent des résistances. Il ne faut pas l'oublier. Et la raison pour laquelle je me permets de vous montrer ces courbes de survie sans progression, c'est pour souligner le fait qu'il faut attendre 3 mois en général pour voir apparaître l'effet de ces traitements, de ces immunothérapies, et par exemple ici, l'apparition d'une différenciation dans un essai thérapeutique, ou encore le délai qu'on se doit d'attendre pour pouvoir juger de l'efficacité de ces traitements chez nos patients. Vous allez le voir, ce délai de 3 mois est extrêmement important pour notre lecture critique de l'article récemment paru dans la revue Science. Alors, sur quelle base scientifique les auteurs de cet article, qui ont donc fait essentiellement un essai clinique pilote de transplantation fécale, sur quelle base scientifique la commission d'éthique qui a donné l'accord aux États-Unis, sur quoi s'est-elle basée pour autoriser? Sur énormément de publications. Depuis une dizaine d'années, il y a des publications à répétition sur cette thématique, y compris en cancérologie, y compris autour de l'immunothérapie, mais j'ai décidé de me focaliser uniquement sur un seul article qui est paru il y a 2 ans, qui est le dernier article important paru pour justifier scientifiquement un tel essai pilote, qui est cet article paru donc dans Science en 2018. Juste pour la petite histoire, je vais vous faire remarquer dans les auteurs J.P. Allison, qui est le récipient du prix Nobel de médecine 2018, qu'il a reçu justement la même année avec Honjo pour sa découverte des checkpoint inhibiteurs en ce qui le concerne pour la découverte des anti-CTLA4. Alors, cette étude nous a apporté 2 types d'informations. D'une part, les auteurs se sont efforcés de faire un lien entre la diversité du microbiote et la réponse à l'immunothérapie. Ça, c'était la première observation. Et ils ont en particulier remarqué qu'une plus grande diversité ici chez les répondeurs à l'immunothérapie par rapport aux non-répondeurs. En particulier, ils ont remarqué que l'ordre des Clostridiales était associé donc à cette réponse, alors que l'ordre des Bacteroidales n'était pas associé à la réponse, était plutôt associé à une non-réponse, ce qui vient contredire, et malheureusement c'est souvent le cas dans cette sous-discipline, les publications précédentes, en particulier un article paru également en 2015 dans Science, de l'équipe française de l'Institut Gustave Roussy, qui avait trouvé exactement l'inverse, à savoir que c'était les Bacteroidales qui étaient associés à la réponse et les Clostridiales qui étaient associés à la non-réponse. Je vous dis ça au passage. Alors, il y a une figure qui résume leur article et qui est à la source de notre inquiétude quant à la validité de ces résultats, c'est cette figure. Comment ont-ils fait pour mesurer la diversité? Ils ont utilisé l'index de Simpson. Qu'est-ce que c'est que l'index de Simpson? C'est quelque chose d'assez simple. C'est tout simplement la probabilité, si vous identifiez 2 bactéries chez votre patient, que ces 2 bactéries appartiennent à la même espèce. Plus cette probabilité est faible, plus vous avez une grande diversité dans votre tube digestif. C'est très simple. Et on est très, très étonné de ce résultat, puisque les auteurs affirment que la médiane ici du groupe en bleu est inférieure à la médiane du groupe en rouge. Je vous laisse juge. Cet article a été extrêmement critiqué, et c'est un résultat qu'on n'arrive pas à intégrer aux conclusions des auteurs. D'autre part, cet article apporte des données, des résultats expérimentaux. C'est extrêmement important, la démarche expérimentale, parce qu'on a vraiment affaire, vous savez, au problème de l'œuf et de la poule. Est-ce que finalement, c'est parce qu'ils ont une réponse immunitaire différente, qu'ils ont une flore différente, certains patients, ou à l'inverse, c'est la flore bactérienne qui détermine leur réponse immunitaire? C'est vraiment, pour répondre à cette question de l'œuf et de la poule, la seule chose que vous pouvez faire, c'est avoir une démarche expérimentale. Et là, vous voyez qu'ils ont transplanté, soit à partir de sujets
qui ont eu une réponse à l'immunothérapie en bleu, soit à partir de sujets qui n'ont pas eu de réponse en rouge, des souris porteuses de xénogreffes de tumeurs de mélanome PTEN mutées. Alors, pourquoi est-ce que je vous précise cela? Parce que ce modèle expérimental est l'archétype du modèle de résistance à l'immunothérapie. Et c'est d'ailleurs les mêmes auteurs qui ont énormément publié sur cette question, et on s'attend donc, si la transplantation fécale est efficace, que le groupe de souris qui reçoit une transplantation à partir des sujets répondeurs se distingue du groupe contrôle, puisque ce traitement ne fonctionne pas à l'état de base dans ce modèle. Et qu'est-ce qu'on observe ici dans leurs données? C'est que c'est le groupe qui reçoit une transplantation à partir des sujets non répondeurs qui a une moindre bonne réponse à l'immunothérapie. Ce résultat est donc totalement incohérent par rapport à ce qu'on sait de ce modèle expérimental. Et je passe sur le fait que 2 souris par groupe, c'est extrêmement faible, je crois que vous serez d'accord, et c'est dans Science. Et par ailleurs, le fait que la différenciation, à supposer même que ces différences soient valables, se fait que sur le dernier point. Alors, habituellement, il faut au moins 3 time points de différence dans la pousse tumorale pour qu'un résultat soit valide scientifiquement. Donc, malgré ce type de résultat qu'on peut critiquer, je crois vous l'avoir justifié ici, les auteurs de l'article qui vient de paraître dans Science au mois de février dernier se sont donc lancés dans une transplantation fécale chez des patients. Alors, comment ont-ils fait? Ils ont sélectionné des patients non répondeurs à l'immunothérapie. Ils ont vérifié, ils les ont transplantés à partir de celles qui proviennent de patients répondeurs, c'est-à-dire qu'ils ont soit une réponse complète, soit une réponse partielle, et ils ont vérifié évidemment que les selles de ces patients ne comportaient pas de germes pathogènes avant de les transplanter à ces patients. Alors ça donne quoi? Il y a 15 patients. Les patients en bleu sont ceux chez qui la réponse à l'immunothérapie s'est modifiée. Il y en a 6 sur les 15. En réalité, il n'y en a que 5 parce que l'un des patients avait déjà une maladie stable. Et là, on touche du doigt le problème essentiel, là encore, de cet article, c'est que les patients étaient étiquetés comme non répondeurs avant de recevoir la transplantation fécale, pour certains d'entre eux, seulement après 2 cycles d'immunothérapie. Je vous rappelle la remarque que je vous ai faite au début de ma présentation sur l'importance des 3 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a aucune idée si les 5 patients ici dont la réponse a été modifiée, finalement, ils n'ont pas eu leur réponse plus tardivement, spontanément, et qu'elle n'est absolument pas liée à la transplantation fécale qu'ils ont reçue. Alors, malgré cette critique, on peut regarder plus en détail les données, et là, vous voyez les courbes de progression tumorale chez ces 15 patients. Et finalement, il n'y a que 2 patients qui ont une réponse partielle et qui dépassent donc le fameux seuil des 30% de diminution de la taille tumorale, qui est le seuil qu'on utilise dans les critères RECIST, qu'ont utilisé d'ailleurs ces auteurs. On peut regarder précisément les images scanographiques de ces 2 patients pour voir si on est convaincu ou pas par les résultats. Ça, c'est le premier patient. Alors d'abord, on est étonné parce qu'ici, il nous annonce une diminution de taille alors que les coupes ne sont pas faites au même niveau. Ici, vous êtes au niveau, pour ceux qui sont forts en radioanatomie, ici, vous êtes au niveau de l'oreillette gauche. Ici, vous êtes plus haut, au niveau de l'artère pulmonaire gauche. Donc, les coupes ne sont pas faites au même niveau. C'est déjà un problème. Et les mesures sont faites très curieusement. On n'est absolument pas convaincu que cette masse a diminué de plus de 60%, comme l'annoncent ici les auteurs. Ici, les mesures sont faites sur quelque chose dont on n'est pas certain qu'elle correspond à l'image radiologique qui nous est montrée ici. Ici, la métastase fait moins de 10 mm, donc ne remplit pas les critères RECIST, comme vous le savez, qui doivent être au minimum de 10 mm pour être évaluables. Si on regarde maintenant le deuxième patient, et j'ai montré les images à un collègue radiologue, parce que je ne suis moi-même pas radiologue, cette image est tout à fait compatible avec un comblement de bronchiole distale. Il nous est montré comme une métastase. Ici, vous voyez une métastase hépatique. À nouveau, les coupes ne sont pas faites au même niveau, donc on n'est pas convaincu non plus chez ce deuxième patient. Alors, malgré cela, les auteurs ensuite font une quantité énorme d'analyses biologiques et vont comparer les 2 groupes de patients, le groupe bleu au groupe rouge, donc ceux chez qui la réponse a été modifiée par la transplantation
par rapport au groupe chez qui la réponse ne s'est pas modifiée, et vont observer toute une série de différences qui sont toutes des différences qu'on connaît comme existantes, et c'est déjà publié, entre des patients qui répondent à l'immunothérapie par rapport à des patients qui ne répondent pas à l'immunothérapie. Ici, je vous ai juste mis un exemple. La surexpression de l'IL-8 ou de l'ostéopontine, c'est des marqueurs qu'on connaît chez les patients non répondeurs à l'immunothérapie, dans les PBMC de ces patients. Mais en réalité, en l'absence de groupe contrôle, en l'absence de patients qui ont pas reçu de transplantation, alors on ne peut pas dire qu'ils ont reçu une transplantation à partir de sujets non répondeurs parce que ça ne passerait pas devant une commission éthique, mais au moins un groupe contrôle. En l'absence de groupe contrôle, on ne peut pas attribuer les différences biologiques qui nous sont décrites à la transplantation fécale, mais simplement au fait que les sujets sont répondeurs ou pas à l'immunothérapie. En conclusion donc, en ce qui concerne les données expérimentales, le standard du reviewing semble insuffisant comme dans l'exemple donné dans la publication de 2018, premier point. Les données cliniques de cette publication ne sont pas convaincantes. Les données biologiques fondées sur ces données cliniques sont non interprétables, du moins en l'absence de groupe contrôle. Le rôle de la transplantation fécale pour prévenir la résistance à l'immunothérapie du mélanome reste donc totalement indéterminé et des études plus rigoureuses sont nécessaires, comme le soulignent d'ailleurs les auteurs de plusieurs revues récemment parues dans la littérature. Je vous remercie pour votre attention.